Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah pour son invitation et son président, le Marabat. J'aurais voulu être vraiment avec vous pour discuter du nouveau modèle de développement, mais malheureusement, il m'a été impossible de le faire. Mais à travers cette vidéo, je voudrais contribuer à la discussion, surtout qu'il y a nos amis et frères africains qui sont venus aujourd'hui pour apporter leur regard sur ce nouveau modèle et j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue. Le nouveau modèle de développement engage le Maroc sur une période jusqu'à 2035. Et en fait, le nouveau modèle de développement a été appelé de ses voeux par Sa Majesté, puisqu'il s'est rendu compte que le Maroc avait beaucoup progressé, mais que le modèle actuel avait atteint ses limites. Et donc en 2017, déjà, le souverain avait demandé aux forces vives du royaume de réfléchir et de proposer de nouvelles pistes pour un nouveau modèle. En 2019, Sa Majesté a créé la commission spéciale du nouveau modèle de développement, 35 membres, dont je faisais partie, présidée par le président Cheikh Ibn Moussa, qui est aujourd'hui devenu ministre de l'Éducation nationale au sein de ce nouveau gouvernement pour justement s'occuper d'un des axes fondamentaux du nouveau modèle qui est l'épanouissement du capital humain et donc l'éducation. Ce qu'il faut préciser, c'est que la Commission a suivi une démarche de consultation et de co-construction avec la population marocaine. C'est-à-dire, j'ai souvent dit que ce n'était pas 35 membres qui avaient conçu le nouveau modèle, c'était 35 millions de Marocains qui avaient conçu ce nouveau modèle. Parce que nous avons fait des auditions, nous avons écouté des experts marocains, des experts internationaux, nous avons consulté les partis politiques, les syndicats, nous avons consulté des écoliers, nous avons consulté les Marocains résidant à l'étranger. Vraiment, juste pour vous donner une idée, plus de 9700 personnes ont été en interaction directe avec la CCMD à travers les dispositifs de consultation et nous avons eu des dizaines de milliers à travers les contributions sur le site web de la commission spéciale. Et donc, le nouveau modèle est le nouveau modèle de tous les Marocains. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? Et en fait, les perceptions des citoyens, des partis politiques, du monde professionnel se recoupent en trois thématiques majeures. La première, c'est que tout le monde reconnaît que le Maroc a fait beaucoup de progrès, qu'il y a des acquis et il y a du potentiel au Maroc. La deuxième des choses, par contre, c'est que tout le monde nous a dit qu'il y a une panne de l'ascenseur social. Et donc les gens se posaient des questions par rapport à leur avenir. Non seulement panne de l'ascenseur social, mais aussi polarisation de la société. Donc nous avions les riches contre les pauvres, les gens qui mettaient leurs enfants dans l'éducation privée contre ceux qui mettaient l'éducation publique, les ruraux contre les urbains, les gens qui utilisaient Internet, l'autre qui ne l'utilisait pas, une polarisation au niveau des valeurs. Et donc cette polarisation de la société qu'on retrouve dans la société était absolument identifiée ici au Maroc. La troisième constatation, c'est qu'il y a une crise de confiance. Les gens ont perdu confiance, d'abord dans les institutions. En fait, il y a deux institutions au Maroc qui sont largement au-dessus de l'autre, trois, je dirais même, l'institution monarchique, l'institution de l'armée et l'institution, je dirais, des forces de sécurité. Sinon, beaucoup de défiance envers les autres institutions, malheureusement. Et donc, il y a un désir de changement qui s'affiche, et avec cette envie d'avoir plus de liberté d'action, de participation, d'égalité des chances. Et trois aspirations principales ont émergé: des services publics performants qui garantissent l'égalité des chances, et donc là on va retrouver l'éducation, la santé, etc. Deuxième des choses, une économie plus moderne, créatrice d'opportunités et d'emplois. Et troisièmement, la consolidation de l'état de droit, l'efficacité de l'action politique et la moralisation de la vie publique. Une fois que nous avons fait cet état des lieux et nous avons identifié les aspirations des citoyens, il fallait comprendre quels étaient les nœuds systémiques
qui ont empêché l'ancien modèle ou qui ont fait que l'ancien modèle est arrivé à ses limites. Et là, nous avons identifié 4 nœuds spécifiques et systémiques. Le premier, c'est qu'il y a un manque de cohérence et de convergence entre les stratégies et les programmes. C'est-à-dire qu'il y a un manque de cohérence entre, je dirais, une vision au plus haut niveau de l'État et ensuite les stratégies qui en découlent. On peut avoir aussi un manque de convergence entre différentes stratégies sectorielles et on peut avoir aussi un manque de convergence entre une stratégie au niveau national et une stratégie au niveau régional. Et donc, cela impacte l'efficacité des politiques publiques et donc il faut absolument qu'on y remédie dans le nouveau modèle. La deuxième nœud, c'est les capacités limitées du secteur public. Et donc là, le cœur de ce nœud, c'est l'administration. Comment on fait que l'administration marocaine, qui était vraiment une très bonne administration, puisse continuer à agir d'une manière efficace pour être des acteurs du déploiement des politiques publiques. Comment on peut s'assurer qu'il y a moins de corruption, comment on peut s'assurer qu'il y a des personnes compétentes aux bons endroits pour porter ces réformes. Le troisième nœud, c'est la lenteur de la transformation structurelle de l'économie. L'économie marocaine a cru de 3% en moyenne sur ces 10 dernières années. On doit être à 5-6% pour atteindre pour être dans la catégorie des pays émergents à revenus intermédiaires. Quatrième nœud, c'est le sentiment d'imprévisibilité qui limite les initiatives, c'est-à-dire que l'entreprise peut demain être surprise par une décision administrative, par une imposition qui augmente ou autre, et donc tant qu'il y a de l'imprévisibilité, il y a peu d'investissement. Le citoyen peut demain être libre de faire telle chose et puis il y a une condamnation qui tombe et on ne comprend pas pourquoi. Et donc là aussi, ça limite l'initiative privée. Gardez en tête ce que je vous ai dit. Si on peut libérer les initiatives grâce à ce nouveau modèle, eh bien déjà on aura réussi une grande partie du pari. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a élaboré ce nouveau modèle, on a pris en compte ce qui se passe dans le contexte national et aussi international, parce qu'on n'est pas seul dans le monde et donc on doit absolument, pour se projeter, comprendre quelles sont les dynamiques qui agitent, je dirais, le monde aujourd'hui. Et donc, quand on regarde sur le plan national, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais dans le plan national, plusieurs transformations profondes sont là, que ce soit des dynamiques démographiques, des nouvelles aspirations des citoyens, de nouveaux modes de consommation, une urbanisation et une littoralisation qui accrue, et enfin l'impact du changement climatique. Au niveau international, il y a une nouvelle géographie de la croissance, c'est-à-dire que les pays d'Asie sont en train de croître beaucoup plus rapidement que l'Europe, par exemple, et d'autres parties du monde connaissent des dynamiques semblables. Mais il y a aussi un raccourcissement des chaînes de valeur mondiales. Et ça peut être une opportunité pour le Maroc, on l'a vu, à cause de la pandémie. Beaucoup d'entreprises pourraient relocaliser une partie de leur production qui était en Asie vers l'Europe, et donc le Maroc serait un réceptacle intéressant pour eux et pour nous. Il y a des disruptions technologiques de plus en plus fortes, on le voit, comment l'intelligence artificielle, par exemple, va transformer le monde demain. La reconfiguration du paysage énergétique mondial, et enfin, il y a cette accentuation de risques liés à la propagation de la pandémie, et tout cela, on a essayé si vous voulez, d'en prendre compte, d'en tenir compte pour proposer le nouveau modèle. Alors bien sûr, pour proposer un nouveau modèle, on ne commence pas de scratch, on ne commence pas d'une page blanche. Et les citoyens et les partis politiques et les institutions ont reconnu qu'il y avait des acquis, il y avait du potentiel. Donc quels sont les acquis du Maroc? Première des choses, la centralité de l'institution monarchique qui assure la pérennité sur le temps long.
La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu une transition démocratique accélérée qui a été consacrée par la Constitution de 2011, et donc nous partons de là. Tous les acquis démocratiques doivent être préservés. Troisième des choses, le capital de stabilité et de sécurité du pays, qui est important quand on regarde ce qui se passe aussi dans cette partie sud de la Méditerranée. Une position géographique de choix, et qui est au carrefour des grands marchés internationaux. Nous pouvons être vraiment une porte pour l'Afrique, un tremplin pour les États-Unis. Nous jouons déjà ce rôle sur l'Europe. Des infrastructures aux standards internationaux. Je crois que là, je dirais qu'on a trop investi dans les infrastructures. Je dis souvent, on a fait beaucoup de hardware, maintenant il faut faire du software. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'intelligence, il faut mieux utiliser ces infrastructures, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans l'éducation, dans la recherche et développement, dans l'animation, dans la culture, si vous voulez. Tout cela fait partie du nouveau modèle. Et bien sûr, il y a cette image positive et crédible auprès des partenaires étrangers qui font que le Maroc peut jouer un rôle très intéressant au niveau régional. J'arrive là au nouveau modèle. C'est quoi le nouveau modèle? Alors, le nouveau modèle, c'est une ambition, c'est un nouveau référentiel, c'est des choix stratégiques et c'est des leviers de transformation. Alors, commençons par l'ambition. C'est quoi l'ambition Horizon 2035? On a défini ça par rapport à quel Maroc on voudrait. On voudrait un Maroc prospère, donc plus de création de richesses, donc doublement du PIB à horizon 2035. Un Maroc des compétences, donc le développement des ressources humaines, l'épanouissement, je dirais, du capital humain. Un Maroc durable, bien sûr, il faut absolument garder en tête que nos ressources ne sont pas inépuisables. Et donc, quand on parle de l'eau, quand on parle de l'énergie, quand on parle de la biodiversité, il faut absolument tenir compte, quand on est dans une projection à horizon 2035, avec une forte progression économique. Un Maroc inclusif, parce qu'il est hors de question de faire de la croissance, de créer de la richesse, et que cette richesse ne soit pas partagée équitablement entre les différents Marocains. Il est hors de question de laisser des gens au bord de la route. Il faut de la protection sociale, il faut des emplois décents, il faut donner l'opportunité aux gens de créer. Et donc ça c'est aussi, on peut réfléchir à tout ce qui est entrepreneuriat, et j'y reviendrai. Et il y a aussi, quand on parle de Maroc inclusif, il faut aussi inclure les territoires. Il ne s'agit pas de garder des régions prospères et des régions qui ne le sont pas, un Maroc utile et un Maroc qui ne l'est pas. Et enfin, le Maroc de l'audace, avec des paris d'avenir. Et je reviendrai tout à l'heure pour expliquer quels sont les paris d'avenir. Donc voilà l'ambition. Le nouveau référentiel de développement, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle façon d'appréhender le nouveau modèle, les politiques publiques, et toutes les politiques publiques devraient être vues à l'aune de ce référentiel. Alors c'est quoi ce référentiel? Première des choses, on dit un État fort et démocratique, c'est le slogan, et une société forte et diversifiée. Donc dans ce nouveau référentiel de développement, la monarchie reste garante de l'unité nationale et elle est porteuse de la vision stratégique à long terme, mais ça vient, il y a cette complémentarité entre l'État fort, démocratique et une société forte, diversifiée. Il faut mobiliser tous les acteurs autour de principes d'action communs. Le NMD, c'est aussi un nouveau référentiel de développement. La monarchie reste garante de l'unité nationale, porteuse de la vision sur le long terme, sur le temps long, et il y a cette complémentarité entre un État fort et démocratique et une société forte et diversifiée, avec des principes d'action bien définis. Le premier principe, par exemple, c'est l'impact sur les citoyens. Les politiques publiques ne doivent pas être déployées si on ne mesure pas, s'il n'y a pas possibilité de mesurer l'impact sur le citoyen. Il faut arrêter de réfléchir moyen, il faut réfléchir maintenant impact.
Je prends un exemple. Si on est dans le domaine de l'éducation, il ne s'agit plus de dire on va construire tant de classes de cours. Il faut dire voilà quel va être l'impact de notre politique sur l'acquisition des connaissances par les élèves et donc par les étudiants si on est au sein de l'université. Un deuxième principe, c'est le principe de durabilité. Le troisième principe peut être un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire en sorte qu'on fasse tout au niveau central, mais toute chose qui peut être faite localement, régionalement, doit être faite avant que le central ne s'en saisisse. Et un quatrième principe que je trouve très intéressant, c'est le principe de co-construction, c'est-à-dire qu'il faut que l'État maintenant fasse faire de plus en plus. Et donc, c'est des partenariats avec ce que nous, on a appelé le tiers secteur, c'est-à-dire il y a le secteur public, le secteur privé, tout ce qui est en dehors de ces deux secteurs devient un tiers secteur, c'est les ONG, c'est les coopératives, ça peut être, si vous voulez, des ONG qui travaillent dans le domaine de la culture, dans le domaine du préscolaire, dans le domaine de l'assistance sociale. Voilà, et ça, c'est un principe très intéressant. Le nouveau modèle, c'est 4 choix stratégiques. D'abord, une économie diversifiée, productive, créatrice de valeur et d'emploi. Et en fait, il y a 4 points importants qu'il faut retenir quand on parle d'économie. La première des choses, c'est la modernisation de nos entreprises. Malheureusement, nous avons un tissu industriel aujourd'hui, un tissu économique qui est assez fragile. Et donc, la modernisation est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième des choses, c'est la diversification. On ne peut pas avoir plus de valeur ajoutée si on fait toujours les mêmes choses. Donc, il faut se diversifier, aller vers d'autres produits qu'on ne fait pas. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle la montée en gamme. Il faut faire des choses de plus en plus sophistiquées pour avoir plus de valeur ajoutée. Et ça demande bien sûr beaucoup d'innovation. Et donc, nous ne sommes plus juste dans la vente de travail, je dirais, basique, mais nous montons en gamme. Et c'est ça c'est le chemin qu'ont emprunté différents pays. Et la quatrième, c'est l'internationalisation, c'est-à-dire que notre marché, le marché des entreprises marocaines, ne devrait pas être que le Maroc, mais devrait être le monde entier. Et le Maroc a signé plus d'une 50aine d'accords de libre-échange dans le temps. Et aujourd'hui, on peut toucher 1 milliard de consommateurs sans avoir à payer de taxes douanières pour les atteindre. Le deuxième objectif stratégique, ou choix stratégique, c'est le capital humain qui doit être renforcé, mieux préparé pour l'avenir. Et donc là, bien sûr, on parle de l'éducation, on parle de l'université, on parle de la formation professionnelle. Et ce que je voudrais, malheureusement, je n'ai pas le temps pour en parler aujourd'hui, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dans tous ces choix stratégiques, il y a eu un deep dive, et donc nous avons proposé des propositions, nous avons fait des propositions extrêmement concrètes dans certains cas, chiffrées, et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à lire le rapport de la CSMD, et pas que le rapport général, nous avons des annexes, et si tel sujet vous intéresse plus, eh bien, je vous conseille d'aller lire plutôt l'annexe parfois que le rapport général lui-même. Le troisième axe, ou troisième choix stratégique, c'est l'inclusion pour tous. Un lien social, si vous voulez, consolidé, parce que malheureusement, parfois aujourd'hui, on a l'impression que chacun est sur son bateau, que le lien social a été distendu, donc il faut le consolider. Et la façon de consolider le lien, si vous voulez, c'est par la solidarité. Donc la protection sociale généralisée que le modèle a proposé, mais Sa Majesté avait anticipé. Donc il y a un nouveau, je dirais, un nouveau défi pour le Maroc, c'est généraliser la protection sociale. Donc on commence par la protection maladie, et puis ensuite on passe à la retraite, aux allocations familiales. C'est beaucoup de milliards de dirhams sur la table, mais c'est important parce que tous les Marocains, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer eux-mêmes
cette protection sociale, eh bien, ils comprennent que c'est les autres Marocains qui, par leur travail, ou c'est le budget de l'État, qui contribuent à cette protection. Et donc, ça crée ce lien social par la solidarité. Mais c'est aussi une inclusion par la culture. Et nous avons beaucoup insisté pour la culture, parce que vous savez, la culture, c'est comme si vous voulez vous voulez faire pousser du blé, ben vous avez besoin d'une terre d'abord pour mettre la semence, pour que le blé pousse. Et bien cette terre, c'est la culture. C'est ce qui nous unit, nous, aujourd'hui, Marocains. Mais d'ailleurs, quand on parle de culture, on a aussi parlé de culture africaine, et donc cette extension, cette projection vers l'extérieur. Et l'extérieur, c'est d'abord l'extérieur, je dirais, proche, ou nos racines, qui sont des racines africaines. Le dernier choix stratégique, c'est les territoires durables, résilients, lieu d'ancrage du développement. Et nous croyons fermement que les politiques publiques, en grande majorité, doivent émerger des territoires. Ce sont les territoires qui comprennent mieux les opportunités qu'ils ont. Ce sont les territoires qui comprennent mieux leurs forces, leurs faiblesses, quelles ressources. Et donc, les territoires doivent se saisir, si vous voulez, de cette problématique du développement, doivent se saisir de différentes problématiques, d'inclusion et autres. Et donc, nous avons fait là aussi beaucoup de recommandations extrêmement intéressantes au niveau des territoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 choix stratégiques sont pas... ces choix stratégiques sont liés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir l'un sans avoir l'autre, sans avoir le troisième, sans avoir le quatrième. Si vous voulez, comment voulez-vous faire de l'inclusion, de la protection sociale, si vous n'avez pas une économie qui se développe? Comment voulez-vous avoir une économie qui se développe si vous n'avez pas un capital humain qui, lui, je dirais, va amener son expertise? Et comment voulez-vous avoir tout cela si vous n'avez pas des territoires qui peuvent accueillir justement ces dynamiques-là? Et donc, c'est un tout. Le nouveau modèle est un tout. Tout cela, si on réussit, l'objectif, c'est de positionner le Maroc dans le tiers supérieur des classements mondiaux qui font référence dans certains domaines. Et donc, nous avons défini pour le développement du capital humain, par exemple, le classement PISA pour l'économie, donc le PIB par habitant, pour les opportunités d'inclusion, le Gini, le coefficient Gini. Donc, nous avons défini ces différents indicateurs à horizon 2035 qui nous permettraient d'être dans ce tiers supérieur. Le nouveau modèle comprend aussi, définit 5 paris d'avenir. Souvenez-vous, dans l'ambition, j'ai parlé du Maroc de l'audace. Eh bien, nous pensons qu'il y a 5 paris d'avenir qui peuvent offrir des opportunités d'investissement et de partenariat dans des domaines stratégiques. Alors, c'est quoi ces 5 domaines? Le premier, c'est que le Maroc peut se positionner en tant qu'un hub régional pour l'enseignement supérieur et pour la recherche. Nous avons des universités qui paraissent déjà dans beaucoup de classements mondiaux. Nous avons des Marocains qui font des publications, qui font de la recherche. Nous pensons que si on donne à cet écosystème les moyens qu'il faut, l'attention qu'il faut, le Maroc peut devenir une référence régionale. Le deuxième pari, c'est le Maroc société numérique. Et donc là encore, quand je parle de société numérique, ça concerne toutes les composantes de la société. C'est le citoyen donc, qui utilise le numérique dans sa vie de tous les jours pour se divertir, pour apprendre, pour communiquer, pour acheter, etc., etc., pour innover, mais c'est aussi l'entreprise qui utilise les technologies de l'information pour être plus performante, pour vendre à l'international. J'ai parlé tout à l'heure de 1 milliard de consommateurs, mais c'est aussi l'État à travers une administration, je dirais, qui est numérique, où on a même proposé que dans quelques années, il ne doit plus y avoir d'interaction entre le citoyen et l'administration pour un papier administratif quelconque. Tout doit se faire sur numérique, et même chose pour la relation entre l'entreprise et l'administration. Le troisième pari, c'est que le Maroc peut être champion de l'énergie compétitive et verte. Nous avons
en énergie solaire et en énergie éolienne la capacité équivalent pétrole, TEP, d'un Venezuela ou d'un Nigeria. En plus, elle est verte, d'accord? Et donc, ça veut dire que demain, nous pouvons répondre aux exigences européennes ou autres concernant toutes les nouvelles restrictions qu'ils mettent en place pour s'assurer de la neutralité carbone, je dirais, chez eux et en poussant aussi leurs partenaires à le faire. Le quatrième pari, c'est le pôle financier régional. Nous pensons que Casablanca peut être une bourse demain qui peut jouer un rôle au niveau régional. Ça peut être une bourse de matières premières, en ayant les phosphates ici, mais une bourse aussi de l'entreprise, une façon de faire. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de propositions concrètes. C'est de faire en sorte que les établissements publics deviennent, ceux qui ont forme de SA, deviennent cotés à la bourse de Casablanca. Par exemple, rentrer 5% de l'OCP à la bourse de Casablanca fera beaucoup je dirais, créera beaucoup d'activités. Maintenant, là aussi, nous avons défini qu'il faut s'assurer que les fondamentaux sont là. Un exemple, c'est qu'il faut avoir un régulateur qui est absolument intransigeant sur le délit d'initié, sur les bonnes pratiques. La bourse de Casablanca ne doit pas être faite, comme malheureusement ça a été le cas, pour enrichir certains, mais elle doit être faite, elle doit être agrandie, développée pour financer l'économie marocaine. Et le dernier pari d'avenir, c'est le Made in Maroc, ce qu'on appelle Made in Maroc. En fait, c'est quoi? C'est que nous pensons que beaucoup de produits industriels, donc Made in Maroc, d'accord, peuvent être faits au Maroc, peuvent être compétitifs et peuvent être exportés dans le monde. C'est tout à l'heure, j'ai parlé de cette diversification, de cette montée en gamme. Nous avons aujourd'hui les bases pour aller beaucoup plus loin. Et surtout que si on combine ce Made in Maroc avec l'énergie verte compétitive, là nous aurons un véritable avantage compétitif par rapport à d'autres pays. Maintenant, le nouveau modèle, c'est aussi les leviers de transformation, c'est-à-dire on a réfléchi, on a dit voilà, on aura beau avoir un beau modèle, comment on fait cette conduite du changement? Et donc nous avons identifié 2 leviers de transformation essentiels. Le premier, c'est l'appareil administratif. Si l'administration n'est pas rénovée, qu'elle n'est pas efficace, intègre, orientée vers la qualité des prestations aux citoyens et à l'entreprise, nous ne réussirons pas. Et donc, une série de mesures qui viennent pour nous assurer que l'administration va jouer son rôle. Le deuxième levier, c'est le numérique. Si on arrive à avoir une administration, je dirais un e-government, comme on dit, ou l'administration électronique, ben déjà, vous aidez l'administration à devenir plus transparente, plus efficace, etc. Si vous arrivez à avoir un numérique qui devient partout, vous permettez au territoire d'être moins isolé. Et donc, ça veut dire quoi? J'ouvre une petite parenthèse. Le haut débit, qui aujourd'hui manque affreusement au Maroc, nous avons fait des progrès énormes sur la 3G, même sur la 4G, mais nous sommes très mauvais encore en haut débit parce que, malheureusement, il n'y avait pas assez de concurrence dans ce domaine-là. Ben, il faut que le haut débit soit offert à tous les citoyens, partout, dans tous les territoires. Et donc, le numérique peut être un véritable levier de transformation. On peut faire ce qu'on appelle des leapfrogs, c'est-à-dire on n'a pas besoin de passer par toutes les étapes de développement qu'ont connues certains pays pour arriver, je dirais, à l'étape la plus récente, grâce au numérique. Le nouveau modèle, dans cette conduite des changements, nous avons aussi dit qu'il y avait certains chantiers qui étaient des chantiers transformateurs d'amorçage du NMD. Alors bien sûr, il faut réfléchir au financement, et donc c'est ce que nous avons fait. Il y a bien sûr, si vous faites 6% de croissance au lieu de 3%, ben vous avez des ressources du budget qui sont plus importantes, donc, parce que vous avez besoin de dépenser beaucoup d'argent sur la protection sociale, sur les territoires et autres, sur la culture, mais sur l'éducation.
Maintenant, vous allez avoir plus de ressources qui viennent de cette croissance plus forte. Vous allez avoir aussi une redéfinition des priorités. Donc, si je dépense moins dans l'infrastructure, moins dans le hardware, je peux dépenser plus dans le software. Ça aussi, c'est des choses importantes. On a prévu qu'il y aurait sûrement besoin au début de prendre plus de dettes. Maintenant, je sais que beaucoup de gens sont allergiques à la dette, mais la dette, si vous prenez, pour simplifier, des prêts à X%, sachant que les taux d'intérêt sont très bas aujourd'hui dans le monde, et que cet argent, vous l'investissez c'est de l'investissement productif qui va vous rapporter beaucoup plus que ce que vous allez payer 2 ou 3%, si vous voulez, vous pouvez vous permettre de cela. Non, si c'est de la dette pour alimenter des frais d'exploitation, la réponse est il ne faut pas prendre de dette. L'autre chantier, bien sûr, c'est comment on associe les Marocains du monde. Il y a quand même plus de 4 millions de Marocains qui sont à l'étranger, qui ont des capacités de transformation, qui peuvent aider le Maroc dans ce nouveau modèle, et donc comment on les associe. Le troisième chantier transformateur d'amorçage, c'est la mobilisation des partenaires étrangers, que ce soit les pays, que ce soit des institutions internationales, qui ont vu avec beaucoup d'intérêt cette démarche absolument novatrice du Maroc, de co-construction, de mobilisation des forces vives du royaume, et donc ils seraient prêts à accompagner certains secteurs, certains chantiers qui ont été définis par le nouveau modèle. Maintenant, le nouveau modèle aussi a prévu 2 mécanismes de suivi et de mobilisation, de suivi et d'impulsion. D'abord, un pacte national pour le développement qui devrait sceller l'engagement des acteurs. Nous avons discuté longuement avec les différents partis politiques, et aujourd'hui, il y a un pacte qui est là, qui reprend les différentes composantes du nouveau modèle et sur lequel ils sont prêts à s'engager. Et puis, il y a un mécanisme aussi de suivi et d'impulsion, d'appui à la conduite du changement. Et en fait, c'est ce HCP rénové dont a parlé Sa Majesté lors du dernier discours au Parlement. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, ce que je voulais vous dire. Malheureusement, j'aurais eu plus de temps, je serais rentré dans les détails. Je vous invite vraiment à lire le rapport, les annexes. Mais si je dois juste conclure, je dirais le nouveau modèle est venu parce que l'ancien modèle avait atteint ses limites. Le nouveau modèle a été co-construit avec les Marocains et en écoutant un peu tout le monde. Il a pris en compte les différentes dynamiques qui étaient au niveau national et au niveau international. Le nouveau modèle, c'est un référentiel. La monarchie qui est garante, et puis cette complémentarité entre un État fort, démocratique, et une société forte, diversifiée, avec des principes d'action, l'impact sur le citoyen, la subsidiarité, la durabilité, etc. C'est une ambition, ce Maroc prospère, ce Maroc des compétences, ce Maroc durable, ce Maroc inclusif, ce Maroc de l'audace, avec les 5 paris d'avenir dont j'ai parlé. Et c'est aussi des choix stratégiques, 4 choix stratégiques, une économie productive et diversifiée qui crée de la richesse, un capital humain qui est épanoui, dont on renforce les capacités, on lui donne la possibilité de s'affirmer, de créer. C'est aussi un Maroc inclusif. Il faut que tout le monde participe pour renforcer le lien social. Et enfin, c'est un Maroc des territoires. Pour faire tout cela, il faut des leviers de transformation. J'ai parlé de l'administration, j'ai parlé du numérique. Il y a des chantiers qui sont des chantiers d'amorçage, que ce soit les MRE, que ce soit le financement, que ce soit les partenariats. Et il y a des éléments de mobilisation ou des outils de mobilisation, le pacte national et le HCP rénové, cette unité de suivi. L'idée, c'est qu'elle suivra le déploiement, la mise en œuvre du nouveau modèle, sachant que Sa Majesté a demandé à ce gouvernement de prendre le nouveau modèle comme feuille de route. Et c'est ce qui s'est passé dans
le programme gouvernemental qui a été présenté par le chef du gouvernement Siakhnouch au Parlement. Merci encore pour votre attention.